Bonjour tout le monde. Cette semaine, on va parler des modèles de cohérence pour la réplication. Donc, si vous vous souvenez, dans le dernier cours, on a parlé de la réplication d'état machine comme étant une technique pour répliquer de l'information, répliquer des données et s'assurer que ces informations sont synchronisées à travers plusieurs machines, qu'on appelle plusieurs répliques. Donc, ça c'est donc le RSM, c'est une technique pour accomplir cette tâche de réplication, mais c'est pas la seule technique qui existe. Et ce qu'on va regarder aujourd'hui, c'est euh, pas nécessairement des techniques différentes, parce qu'on en a quand même déjà vu, même si dans le passé, c'est juste qu'on les a pas présentées comme des techniques de réplication, mais plutôt de regarder qu'est-ce que ces techniques représentent, donc c'est-à-dire c'est quoi le modèle derrière cette technique-là, et finalement comment est-ce que ces modèles peuvent être utilisés pour supporter différentes applications. D'accord? Donc le modèle qui est supporté par le RSM s'appelle le modèle séquentiel. Et donc le RSM, c'est vraiment là, une technique de base qui est vraiment générale et peut s'appliquer dans toutes sortes de situations. Donc sa force, c'est sa flexibilité, euh, son applicabilité là, dans toutes sortes d'applications. Mais le problème avec le RSM, c'est que ça demande un protocole de consensus. Donc on a vu Raft, on a vu du multipaxos, du Paxos, pour pouvoir supporter la réplication. Et normalement, ce que le protocole de consensus fait, c'est qu'il va ordonner toutes les opérations euh, à travers toutes les répliques. Donc, de sorte que toutes les répliques ont un ordre global, un ordre commun de toutes les opérations. Et maintenir un ordre global, c'est extrêmement coûteux. Dépendamment de l'application, ça peut être très coûteux et c'est pas scalable. Donc, ça veut dire que si on a beaucoup d'opérations à répliquer avec le RSM, ou plutôt que la fréquence des opérations est très élevée, ou par exemple le nombre de répliques est extrêmement élevé, ben alors à ce moment-là, ça devient peut-être trop coûteux d'exécuter un système là, comme Raft ou Paxos pour faire notre réplication. Donc c'est quoi la solution à ce moment-là? Ben, c'est d'éviter la synchronisation globale, mais évidemment quand on évite d'exécuter un protocole de consensus, ben à ce moment-là, on ne peut pas s'attendre à obtenir un même degré de cohérence. Donc, ce qui va se passer à ce moment-là, c'est qu'on va sacrifier de la cohérence. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est possible que les répliques ont différentes valeurs. Donc, si vous regardez l'exemple ici, imaginons là, que j'ai plusieurs clients qui écrivent, plusieurs clients qui lisent de l'information, donc plusieurs lecteurs, plusieurs écriveurs. Là, imaginons que les lecteurs et les écriveurs peuvent communiquer avec différentes répliques. Donc, dans un système de RSM, peu importe quelle machine on communique avec, ben, il va y avoir un protocole de consensus qui va ordonner les opérations. Donc ça va être le résultat va être le même, là, peu importe quelle machine va être contactée. C'est ça la force du RSM. Mais là, ce qu'on dit, c'est si on ne veut pas payer le coût du RSM, du Paxos, du Raft, ben à ce moment-là, on va utiliser une méthode de synchronisation non parfaite pour donc transmettre les valeurs entre les différentes répliques. Mais à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est possible que, par exemple, un lecteur qui lit sur une réplique qui est différente d'un écriveur, qui va écrire sur une autre réplique, ben ça se peut que le lecteur va lire la vieille valeur au lieu de la nouvelle valeur parce que la synchronisation n'a pas été assez rapide, n'a pas été assez parfait pour transmettre la nouvelle valeur avant que le lecteur la lise. OK? Donc, les modèles de cohérence, qu'est-ce que ça indique? Essentiellement, ça indique quelle est la différence entre la vieille valeur et la nouvelle valeur. Donc, selon le modèle de cohérence qu'on va supporter, ça va garantir, OK, quelle est la déviation maximale entre celle-là et celle-ci. Donc, dans le cas de RSM, on a le RSM supporte le modèle de cohérence séquentielle. Ça garantit que c'est la même chose, par exemple. Mais
dans des modèles de cohérence plus faibles, il peut y avoir des différences entre ces deux valeurs-là. Et là, la différence, ça dépend du modèle. Et par la suite, comment implémenter ce modèle-là? Ben là, il existe plusieurs techniques et on va aussi parler un petit peu de ça aujourd'hui. OK, donc, de façon plus formelle, c'est quoi la définition d'un modèle de cohérence? C'est un contrat, essentiellement, qui offre des garanties sur les résultats d'opérations de lecture et d'écriture quand tu as plusieurs répliques. Donc, c'est-à-dire que tu as un système distribué avec réplication. Et là, tu as plusieurs clients qui essaient de lire sur plusieurs répliques différentes. Donc, le modèle de cohérence nous dit c'est quoi là, nous dit c'est quoi les incohérences possibles et les garanties de quelles sont les valeurs qui vont être lues dans un système comme ça. D'accord? Donc, un modèle de cohérence, ça s'ajoute au modèle de système distribué, au modèle de panne qu'on a déjà vu auparavant. Et là, à ce moment-là, quand on a une application, non seulement on peut essayer de déterminer identifier quel est le modèle de système distribué qu'on veut utiliser, synchrone ou asynchrone, modèle de panne de communication, panne de processus, panne byzantine. Et là, on peut aussi même déterminer quel est le type de modèle de cohérence qu'on veut utiliser pour l'application. Donc là, ça dépend de l'application. Si on a une application extrêmement critique, où c'est vraiment important que c'est les données les plus actuelles sont lises partout, ben à ce moment-là, ça prend un modèle de cohérence extrêmement fort, ou ça peut être une application qui joue avec des données qui sont pas vraiment importantes. À ce moment-là, on peut utiliser un modèle de réplication qui est faible. Et c'est quoi l'avantage à ce moment-là? Ben, en choisissant un modèle de réplication plus faible, on peut se permettre d'utiliser un mécanisme de réplication qui est plus scalable, plus performant que le RSM, que le Paxos, que le Raft. Et donc, on peut améliorer la performance de notre système en sacrifiant la cohérence. Okay? Donc, c'est ça vraiment le concept de base qu'on va attaquer aujourd'hui. C'est choisir le bon modèle de cohérence sur l'application et à ce moment-là, choisir le bon mécanisme de réplication pour le modèle de cohérence, ce qui va nous donner la meilleure performance possible. Ok, donc voici les différents modèles qu'on va étudier aujourd'hui. Donc, le modèle de base, c'est le modèle de cohérence séquentielle, celui qu'on le connaît le plus parce que c'est celui qui est supporté par RSM. Donc, c'est ça qu'on va étudier en premier. Et à partir de ce modèle-là, il existe des modèles qui sont plus forts, comme la cohérence stricte, la cohérence forte, qu'on appelle aussi linearizability en anglais. Donc, on va parler de ça. Donc, comment est-ce qu'on pourrait rendre un système RSM encore plus fort. Et des modèles plus faibles comme la cohérence causale, cohérence FIFO et cohérence faible. Donc, on va parler là, de quelle application pourrait tolérer là, une plus faible cohérence et à ce moment-là, utiliser un meilleur système de réplication. Et plus particulièrement, on va parler de cohérence éventuelle, qui est un modèle spécifique, là, un modèle spécial de cohérence faible. Donc, on va parler de ça, puis on va parler de comment supporter ce système-là. Et donc, dans cette leçon, là, on va utiliser le modèle standard là, sur l'Internet là, qui est utilisé pour la réplication de données, qui est système distribué asynchrone avec panne de processus de communication, mais pas de panne byzantine. Donc, la notation qu'on va utiliser aujourd'hui pour expliquer les différents modèles et qu'on va aussi utiliser dans les exercices. Donc, c'est ce qui est dans cette boîte ici. D'accord? Donc, dans la boîte, on a essentiellement un diagramme espace-temps. Hein, donc, ça, c'est la ligne ici représente le temps physique. C'est comme qu'on avait vu avant. Et là, on a chaque rangée, c'est une machine différente, donc un processus différent. Donc, dans notre cas, ici, c'est des répliques qui maintiennent donc, des données sur des objets. Okay? Donc, par exemple, un objet X. Et là, on supporte deux types d'opérations. Donc, l'écriture WX et la lecture qui est RX. Et ici, on écrit là, quel est là, donc dans le code d'une écriture, quelle est la donnée qu'on veut écrire. Et là, et ici, ce qu'on écrit pour une lecture, c'est quel est le résultat qui a été lu sur l'objet X après avoir traité cette lecture. Donc, l'idée, c'est que chaque réplique peut recevoir des lectures et des écritures, potentiellement sur les mêmes objets.
D'accord? Donc ici, on a une situation de ce qu'on appelle un conflit écriture-lecture, donc un conflit RW, où une écriture a été effectuée sur une réplique et une lecture a été envoyée à une autre réplique. Donc là, quand on a une situation de conflit comme ça, là, c'est là qu'il peut y avoir des incohérences. D'accord? Donc idéalement ici, on voudrait que si j'écris X, j'écris la valeur A sur l'objet X dans une réplique à un temps physique qui est plus vieux, que si j'envoie une lecture sur l'objet X dans un autre processus à un temps plus nouveau, que j'obtiens la même valeur A. Donc, ça, c'est la situation idéale où le conflit est résolu, mais on va voir que selon le modèle de cohérence, c'est pas nécessairement le cas là, qu'on va lire A, qui est la valeur écrite ici, sur une autre réplique. Okay? C'est possible qu'on n'a pas ça. L'autre type de conflit qu'on a, c'est quand on a deux écritures, donc un WX et un autre WX, donc deux fois sur le même objet X, qui sont écrits par différentes répliques. Alors, à ce moment-là, c'est peut-être pas clair, là, c'est quoi la valeur finale de cet objet X. C'est comme une situation là, de course, une condition de course qu'on a vue plus tôt auparavant. Donc, l'écriture qui est plus tard va être capable d'écrire la valeur finale. Donc, ce que notre diagramme ici ne représente pas, c'est les clients. Okay? Donc, il faut supposer là, qu'il y a toujours multiples clients qui existent. Okay? Et ces clients-là sont capables de se connecter à des répliques et d'envoyer leur opération à ces répliques-là. Et là, après ça, c'est les répliques qui doivent charger entre eux là, de trouver une façon là, d'effectuer ces opérations-là dans le bon ordre. Okay, selon le modèle de cohérence qui est adopté. Donc, si je vous donne un exemple avec RSM, donc imaginons que ça c'est un scénario le standard de RSM, deux clients ici envoient donc deux opérations à deux répliques différentes. Donc, imaginons là, qu'il y a un client qui envoie écriture XA, puis un autre qui envoie écriture XB à un temps un peu plus tard, donc c'est un peu plus tôt, ça c'est un peu plus tard, sur deux répliques différentes. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans le RSM? Ben, dans RSM, on utilise Multipaxos, on utilise du Raft. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Les deux répliques vont devoir exécuter là, le protocole de consensus. Donc, imaginez, là, si c'est Raft, ben, un des deux processus va être le leader. Donc, peut-être que l'autre processus va lui envoyer là, la commande qu'il a reçue. Donc, imaginons là, que c'est P2 qui est le leader du terme présent. Ben là, P1 va peut-être lui envoyer le WXA à P2, rediriger essentiellement l'opération à P2. Et là, P2, ben, c'est lui qui décide là, dans son journal laquelle de ces opérations va être à quel emplacement dans son journal. Puis après ça, avec le Multipaxos, va être capable de disséminer disséminer donc l'information de son journal aux autres clients pour faire valider, committer des valeurs. Donc, le scénario, c'est ça ici. Donc, deux écritures concurrentielles sur le même objet X. Donc, c'est un conflit WW. Donc, avec le RSM, on résout ça avec un raft. Donc là, la question, c'est quelle est la valeur de Rx si je fais la lecture sur P1 ou sur P2. Donc, si on utilise un modèle RSM, si on utilise le RSM pour résoudre ce conflit d'écriture, ben, le RSM va offrir un certain modèle de cohérence qui s'appelle le modèle séquentiel. Et qu'est-ce que le modèle séquentiel garantit? C'est que, essentiellement, il y a juste deux possibilités pour un conflit WW comme celui-là. Soit que chacun des processus, donc, à la suite aux deux écritures, soit que la valeur finale c'est B, qui peut être lu dans toutes les répliques, ou soit que la valeur finale c'est A, qui peut être lu dans toutes les répliques. Ok, donc essentiellement, ce qui se passe, c'est après que le raft a décidé là, quel est l'ordre des deux opérations et a commité les deux opérations dans le système, ben là, peu importe que je lis dans P1 ou dans P2, quand eux, ils lisent l'information du X, ben, ça va être l'information de la dernière écriture selon le journal. Donc, ça va être soit B ou soit A, selon ce que le leader a décidé. Okay? Donc, on voit ici que le modèle que RSM garantit,
c'est pas nécessairement là que l'écriture qui est plus tard dans le temps physique est celle qui va être la valeur finale. D'accord? C'est possible que l'écriture de A devient la valeur finale, même si l'écriture de B est plus tard dans le temps physique. Donc, dans la notation ici, on voit que ça, c'est possible, ça, c'est possible. Et c'est parce que le RSM supporte un modèle de cohérence qui s'appelle le cohérence séquentielle. Et on va voir que la cohérence séquentielle, ça regarde juste l'ordre logique, ça regarde juste le temps logique, mais pas le temps physique. Par contre, ce que le modèle de cohérence séquentielle garantit qui ne peut pas être possible, c'est des situations comme ça, où on a des lectures différentes sur différentes répliques là, suite à des écritures concurrentielles, parce que Raft garantit là, que c'est impossible là, que deux répliques ont un journal avec des valeurs décidées, des valeurs committed qui sont pas pareilles, dans des ordres pas pareils. Du moment que les opérations sont committed, c'est sûr qu'ils sont dans le même ordre. Okay? Donc, ça, c'est pas possible. C'est pas possible d'avoir ça. Et donc, ça représente le modèle séquentiel. Donc, à ce moment-là, on peut aller voir dans notre application et se dire, est-ce que mon application a besoin, peut seulement fonctionner si les répliques répondent tout le temps les mêmes réponses, ne peut pas répondre des réponses différentes. Et aussi, est-ce que mon application peut fonctionner seulement sur le temps logique ou est-ce que j'ai besoin aussi d'avoir des restrictions en termes de temps physique? Okay? Donc, c'est comme ça qu'on peut utiliser ces modèles. Ça nous aide. C'est comme une couche intermédiaire entre l'implémentation de réplication et l'application elle-même, les exigences de l'application. Donc, on peut d'abord faire une correspondance entre les exigences de l'application et le modèle de cohérence et ensuite faire la correspondance entre le modèle de cohérence et le mécanisme de réplication. Ok, donc on va terminer ce vidéo en parlant de la cohérence stricte. Donc ça, c'est le modèle de cohérence le plus fort possible. Et essentiellement, ce que ça dit, c'est que quand il y a un conflit d'écriture et lecture, donc c'est-à-dire que une lecture d'un objet a été faite, par exemple, sur un certain processus et une écriture a été faite sur un autre processus, la cohérence stricte garantit que si l'écriture, que la lecture va lire la valeur de l'écriture qui est la plus récente selon le temps physique, peu importe dans quelle machine elle a été faite. D'accord? Donc, évidemment, quand on est dans un système qui est non distribué, par exemple, et qui fonctionne avec un seul cœur, par exemple, une seule machine avec un seul cœur, peu importe si la machine est multi-threaded, avec multiples fils d'exécution, on peut avoir la cohérence stricte. Donc, par exemple, j'ai une situation ici où j'ai un thread qui fait A1 égale 1, A2 égale 2, print A. Ben là, c'est quoi le résultat de A? C'est soit 1 ou 2, dépendamment quelle est la valeur du write le plus récent selon le temps physique, c'est-à-dire le temps de l'horloge de la machine. Donc si A égale 2, par exemple, a été exécuté à 11h59, puis ça a été exécuté à midi, ben ça va lire 2. Mais si, par exemple, A égale 1 a été exécuté à 11h59, puis A égale 2 a été exécuté à midi et 1, puis print A a été exécuté à midi, ben là, print A va juste lire A égale 1. Donc c'est vraiment, dans un système à un seul cœur, ça supporte la cohérence stricte. D'accord? Donc, une autre façon de penser à ça, c'est qu'on a une horloge globale absolue qui permet d'ordonner avec précision chacune des opérations et on sait exactement quelle valeur lire pour l'opération. Okay? Mais qu'est-ce qui se passe dans un système distribué, un système multicœur? Ben, c'est impossible, évidemment, parce que ce que la cohérence stricte dit, si on interprète ça vraiment de façon très stricte, c'est que que quand j'ai un conflit écriture-lecture, c'est-à-dire que j'ai une écriture puis une lecture sur deux répliques différentes, l'écriture doit être instantanément visible dans toutes les autres machines. Okay? Donc, que ça passe dans le réseau de façon instantanée, puis l'autre machine connaît exactement c'est quoi la nouvelle valeur, puis que est capable de sortir l'écriture. La lecture, pardon. Donc,
quelques exemples là, de cohérence stricte. Donc, si on a un scénario comme ça, avec une écriture et une lecture, tout ce que l'on a besoin de faire, c'est regarder le temps physique, puis voir, ok, si je fais une écriture, je dois lire je fais une lecture, je dois regarder la lecture la plus récente. Donc, pardon, j'ai une lecture, j'ai besoin de faire de regarder l'écriture la plus récente. Donc, je passe à travers le temps physique, puis je vois ça, c'est l'écriture la plus récente, c'est A, donc je dois lire A. Mais par exemple, une situation comme ça où ici j'ai une lecture nulle, puis une lecture A, ben cette lecture nulle s'est passée selon le temps physique derrière l'écriture de A. Même si ça a été sur deux processus différents, je suis censé déjà avoir lu A. Okay? Peu importe combien de temps s'est écoulé, ça peut être une milliseconde ou moins, je devais déjà être capable de lire la valeur de A. Donc ça, c'est faux, selon la cohérence stricte. Évidemment, c'est impossible à réaliser dans un système distribué. Donc, tout simplement, on peut imaginer une situation comme ça. Par exemple, sur AP1, je fais l'écriture de XA, puis à P2, je fais la lecture de X, et je devrais retourner la valeur A. D'accord? Imaginons que cette lecture a été faite dans le temps physique, là, T1 plus 1 nanoseconde. Donc, 1 nanoseconde après WXA, je devrais déjà lire la valeur A à P2. Okay? Donc, tout simplement, c'est impossible à faire de façon physique. Imaginons que la distance entre les deux machines s'est connectée par un fil. Donc, ils ont une connexion filière. C'est une distance de 3 mètres. Mais, okay, pour que P2 soit capable de lire RXA, il faut que cette opération a été envoyée là, en moins de 1 nanoseconde. Pour traverser 3 mètres en 1 nanoseconde, il faut que tu voyages à 10 fois la vitesse de la lumière. Okay? Donc, ça, c'est un simple exemple qui montre là, comment la cohérence stricte, c'est beaucoup trop strict. C'est pas réaliste à faire là, dans un système distribué. Okay? Donc, c'est quelque chose que on utilise là, strictement dans les systèmes non distribués où là, on peut accéder à l'information de façon instantanée. D'accord? Donc, c'est impossible, malheureusement, à le faire. Et c'est évidemment parce que le temps de latence est de 0. Donc, c'est plus pour compléter là, notre taxonomie, là, notre catégorisation des modèles. Mais c'est pas vraiment un modèle qu'on est capable d'utiliser en pratique, malheureusement. Donc, quand est-ce qu'on peut utiliser la cohérence stricte? C'est quand on a des systèmes avec de la mémoire partagée qui est non distribuée. Donc, on peut accéder à la mémoire de façon instantanée. Et on ne peut pas implémenter ça de façon parfaite. Mais peut-être qu'on peut l'implémenter de façon imprécise ou peut-être il peut y avoir certaines, par exemple quand on a un système synchrone, à ce moment-là peut-être qu'on peut donner certaines garanties là, sur qu'est-ce qui peut être visible ou non. Okay? Mais l'interprétation stricte n'est pas possible. Là je vous donne une analogie, okay? Donc spectacle aérien, donc imaginons que on a un système distribué qui est utilisé pour répliquer là, les instructions à chacun des pilotes, okay, ou par exemple leur communication radio. Mais là, dans un spectacle aérien où il faut être synchronisé là, vraiment probablement là, à la seconde près, la cohérence stricte, ce serait vraiment désirable parce qu'il faut vraiment que l'information est communiquée au pilote là, en temps réel. Là, puis pour pouvoir obtenir là, un bon spectacle et évidemment aussi éviter les accidents. Okay? Donc ça, c'est une situation où le temps logique n'est pas suffisant. Donc il faut non seulement que chaque pilote obtient les mêmes informations et puis l'information dans le bon ordre, mais il faut aussi là, que l'information est communiquée en temps réel parce que souvent il y a des commandes qui sont envoyées entre les pilotes là, pour dire là, quand faire des manœuvres là, en temps réel. Ok, donc c'est tout pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, on va parler de cohérence séquentielle.